Bonjour, chers confrères et chers consoeurs. Vous êtes nombreux à vous inscrire à cette formation qui est aussi à la fois un partage d'expériences autour de notre métier, le journalisme. Et nous allons plus précisément parler de comment devenir un meilleur ou une meilleure journaliste. J'imagine bien aisément que la plupart d'entre vous êtes des journalistes. Et donc, à ce titre, vous en savez beaucoup sur la profession. Vous avez votre propre perception de qui est un bon journaliste et qui n'est pas un bon journaliste. Nous allons aussi ensemble révisiter les critères qui permettent de définir en griffe ce que c'est qu'un bon journaliste. Mais il faut avoir le courage de le dire qu'il y a aussi des mauvais journalistes, ceux qui ne font pas honneur à la profession. Et ce n'est pas que dans le journalisme qu'il y a des mauvais. On peut en trouver dans tous les corps du métier, un mauvais enseignant, un mauvais médecin, un mauvais architecte, un mauvais cuisinier, un mauvais restaurateur, un mauvais designer, un mauvais photographe. On en retrouve dans tous les corps de métier. Donc, ce n'est pas une exclusivité journalistique. Alors, comment devenir un meilleur journaliste? Est-ce qu'on est meilleur journaliste? Quels sont les critères? Quels sont les ingrédients de réussite? C'est l'objet de cette formation. Je vais partager avec vous mon écran. Je vais lancer là le partage, mon écran. Est-ce que l'écran est visible chez vous? Est-ce que vous pouvez me le signifier dans les commentaires, dans la boîte de chat? Est-ce que vous voyez l'écran? Voilà. Comment devenir meilleur journaliste? Alors, je souhaite me présenter à ceux qui ne me connaissent pas, à ceux qui me découvrent pour la toute première fois. Je suis Kossi Balao, je suis le directeur du forum de reportage sur les crises mondiales du Centre international pour les journalistes CFJ qui est basé à Washington. C'est à ce titre que nous organisons cette formation, ce partage d'expérience pour discuter avec vous et aussi pour partager surtout avec vous des conseils, des guides, des recommandations sur ce que c'est qu'un meilleur journaliste. Je suis journaliste scientifique, président du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Je suis un journaliste qui a travaillé pour plusieurs médias à l'international. J'ai collaboré avec le journal canadien des Discus, avec le journal sud-africain de Daily Maverick. Mes articles ont paru dans des magazines onusiens. J'ai également travaillé pour le Knight Center for Journalism in the America de l'Université de Texas, qui est basée aussi en Austin, en Amérique. J'ai été le correspondant Afrique francophone du Comité pour la protection des journalistes, le CPJ, qui est basé à New York. Comment devenir un meilleur journaliste? Comment devenir une meilleure journaliste? Commençons. Vous verrez bien que je mets en premier l'amour du métier. Pour moi, il faut d'abord aimer le métier. Il faut avoir l'amour pour le journalisme. Il ne faut pas simplement l'exercer parce qu'on est passionné. Pour moi, la passion ne suffit pas. Il faut plus que de la passion. Je prends surtout l'exemple de la mère. Vous savez, tout le monde est d'accord qu'une mère aime son enfant, qu'une mère porte de l'affection pour son enfant, pour sa fille ou pour son fils. Mais on ne dit jamais, une mère ne dit jamais, j'ai de la passion pour mon fils ou que j'ai de la passion pour ma progéniture. C'est surtout deux. L'amour est plus fort que la passion. Je parle de l'amour pour le métier parce que c'est un métier difficile. On retrouve beaucoup de jeunes qui se lancent dans le journalisme avec de la passion et qui se retrouvent très vite désillusionnés ou désenchantés parce qu'ils font face à d'énormes difficultés et ils ont envie de faire autre chose que le journalisme. Le journalisme, ce n'est pas un monde bisounours ni un monde glamour. C'est un métier qu'il ne faut pas quitter à la première difficulté. Et il faut être conscient que vous vous lancez dans un métier très difficile, très complexe. Alors, je me dis que être armé de passion, se dire qu'on s'y lance simplement parce qu'on a de la passion. Je ne le dis pas que les journalistes, ceux qui deviennent journalistes par passion, ont tort ou qui ne le font pas bien, mais je dis que face aux difficultés qu'on rencontre dans le métier aujourd'hui, il faut avoir plus que de la passion pour demeurer journaliste. Parce que
Et ce n'est pas assez de dire je suis journaliste, mais le plus difficile, c'est de demeurer journaliste. On a beaucoup d'exemples de ces journalistes. Si je prends par exemple l'exemple de l'étude qui a été faite par Jean-Marie Charon, le sociologue français, sur pourquoi les jeunes quittent-ils la profession. Il faut avoir beaucoup d'amour. Et je le dis parce que l'amour que vous avez pour ce métier peut vous aider à surmonter les obstacles, de défier les déconvenus, d'être en mesure de répondre à la question, est-ce un métier que je désire exercer à vie? Est-ce que je suis fait pour le journalisme? Je me demande si les participants, les participantes à cette formation se sont une fois posé cette question. Est-ce que je suis faite pour, est-ce que je suis fait ou est-ce que je suis faite pour le journalisme? Est-ce que c'est un métier que je vais exercer pendant toute ma vie? Moi, je le dis toujours et dans mes biographies, c'est ce que j'affiche. C'est un métier que j'exercerai à vie, que je ferai toujours. Et pour rien au monde, je ne quitterai le journalisme parce que j'ai un amour profond pour ce métier. Et je pense que si vous avez vraiment plus que de la passion et que vous avez de l'amour pour ce métier, cela peut vous permettre de résister aux pressions qui viennent de toutes parts et aussi surtout de continuer à l'exercer malgré tout ce que vous pouvez rencontrer comme entrave, comme difficulté, parce que, encore une fois, je ne vais pas parler de précarité au cours de cette formation parce que lorsqu'on fait souvent les sondages sur les difficultés que rencontrent les journalistes, la première qui ressort de tous les sondages, qu'ils soient réalisés en Afrique, en France, en Asie ou en Amérique, c'est la précarité. C'est une évidence. On ne reviendra pas dessus. Mais je dis, si vous avez vraiment de la mort pour le journalisme et que c'est un métier que vous aimez, pour un métier pour lequel vous avez de la vocation, je pense que vous pouvez, déjà c'est un premier pas, c'est un premier pas pour devenir un meilleur journaliste. Parce que vous avez déjà avec vous, vous portez un métier dans l'âme, vous portez ce métier dans votre cœur et rien, aucune déception ne pourra vous faire détourner de votre chemin. La deuxième chose importante, ou le deuxième point pour moi, c'est qu'il faut être porteur d'un idéal. Si on aspire vraiment à devenir un meilleur journaliste, il faut être porteur d'un idéal. Et ce que je mets dans être porteur d'un idéal, c'est savoir la raison pour laquelle l'on a choisi de devenir journaliste. C'est tellement pas pour se faire beaucoup d'argent. On est d'accord. On ne devient pas journaliste pour s'enrichir. Et si vous êtes pour la recherche, pour faire rapidement de l'argent, alors le journalisme n'est pas pour vous. Je viens de parler tout à l'heure de la précarité qui est ambiante dans ce métier. Il faut être porteur d'un idéal. Ce que j'appelle l'idéal, c'est être porteur d'une volonté d'être au service de l'intérêt général, au service de l'utilité publique, au service de la vérité. Et sur la question de la vérité, je vais revenir un peu plus tard, au service de l'honnêteté, de la démocratie et du peuple, c'est-à-dire être au service de vos citoyens. Celui qui aspire à devenir un meilleur journaliste doit avoir des valeurs, forcément. Des valeurs morales, des valeurs d'intégrité, des valeurs de transparence, des valeurs d'intégrité, de loyauté vis-à-vis de son public, de fidélité même dans la narration des faits. Se dire que je ne vais jamais mentir, je ne vais pas chercher à induire en erreur mes lecteurs, je ne vais pas prendre de l'argent chez X ou Y et produire un article biaisé ou essayer de déformer l'opinion de mes lecteurs. Je ne vais pas chercher à les induire en erreur. Il faut être porteur d'un idéal, il faut avoir des valeurs. Je dis qu'en tant que journaliste, si on veut vraiment, si on souhaite, si c'est notre désir de devenir un meilleur journaliste, il faut avoir des convictions fortes, des valeurs fortes, être porteur d'un idéal. Et ce sont ces valeurs finalement qui feront que vous ne vous laisserez pas entraîner dans les pièges de la corruption. Il y en a où ce sont des valeurs qui vous permettront aussi de dire non quand il faut dire non, de ne pas vous laisser faire. C'est important d'avoir l'amour pour le métier, oui, mais il faut aussi être porteur d'un idéal. La troisième chose qui me semble aussi très importante, c'est qu'il faut avoir le courage. Il faut être courageux. Vous voulez devenir un meilleur journaliste, c'est bien, mais est-ce que vous avez le courage de le devenir?
Il faut le courage. Je ne sais pas si on en parle ainsi, mais il faut vraiment avoir le courage. Moi, je dis, et ça c'est mon avis personnel, on peut ne pas être d'accord. Un bon journaliste ne doit pas être un peureux ou un timide. Ça, c'est ma conception de ce métier. Parce que la peur peut vous conduire à faire du mauvais journalisme. Elle peut, vous, elle peut aboutir à l'autocensure. Ça peut être bien la peur de poser des questions qui fâchent, la peur de déplaire, la peur de ne pas être invité la prochaine fois à une opportunité de voyage parce que lorsqu'on a été pour la première fois, on s'est permis de critiquer. On ne s'est pas aligné sur la ligne qu'a voulu nous imposer l'organisateur ou la structure qui a organisé l'événement auquel on a participé. La peur de perdre son salaire, la peur de se retrouver au chômage, la peur de ne pas descendre sur le terrain. Il faut avoir le courage. Si vous n'avez pas le courage, vous voyez tout ce que je viens de citer, vous verrez pris dans le piège de l'une de ces situations-là. Les correspondants ou les reporters de guerre peuvent vous en témoigner qu'il faut assez de courage pour exercer ce métier. La situation actuelle en Israël et à Gaza, nous avons des journalistes qui sont l'œil du public, qui sont en train de témoigner sur les événements qui s'y déroulent. Si vous n'avez pas assez de courage, vous ne pouvez pas vous rendre. Malheureusement, nous l'avons aussi appris, les confrères et les consoeurs qui ont été tués alors qu'ils n'étaient qu'en train de faire leur travail. Parfois, la société nous prend pour des hommes ou des femmes, des hommes fous, des femmes folles en tant que journaliste. Je me rappelle de ce webinaire que j'ai organisé avec le confrère togolais, Edouard, qui avait été arrêté au nord du Togo, à Daparan, parce qu'il était en train de faire un reportage d'une zone en proie au terrorisme. Et il disait dans le reportage que ceux qui l'ont arrêté, les forces de l'ordre, lui ont demandé s'il était fou. Parce qu'il y a des tueries qui se commettent sur ce terrain. Comment toi, tu as le courage de te rendre alors que tu sais que ta vie est en jeu? Combien de journalistes n'ont pas risqué leur vie pour nous apporter de la bonne information, de l'information utile, de l'information capable de transformer nos vies? Il faut avoir assez de courage si votre désir est tel que vous aspirez à devenir un meilleur journaliste ou une meilleure journaliste. Un journaliste, un bon journaliste, ne doit pas se laisser dominer par la peur. Si vous n'avez pas beaucoup de courage, le journalisme n'est pas fait pour vous. Parce que dans certaines situations, vous pourriez même être amené et contraint de dévoiler vos sources. Que feriez-vous? Vous trahirez l'un des principes essentiels de la profession. Vous avez des exemples de ces journalistes qui ont été arrêtés. Il y a un cas même récemment en France, la journaliste de Disclose. On vous demande de révéler vos sources. Il faut avoir le courage pour tenir ferme dans ce métier, droit dans ses bottes. Le courage, ce que j'appelle et que je mets en blanc, le courage de demeurer journaliste, quel que soit ce qui vous arrive. Le meilleur journaliste est différent des autres employés. Mais pas que le meilleur journaliste. Le journaliste, en principe, doit être différent des autres employés. Ne pas avoir peur de se montrer en désaccord avec son employeur et de lui dire que même si c'est vous qui me payez, même si vous me payez, monsieur, je ne travaille pas pour vous. Je travaille pour un public envers qui j'ai une exigence, envers qui j'ai une obligation de loyauté, envers qui je suis obligé d'être fidèle. Lorsque vous lisez le livre Les principes du journalisme écrit par Rosenstiel et Bill Kovach, il y a un exemple frappant dans ce livre, un journaliste qui dit à son employeur, je ne travaille pas pour toi, je ne travaille pas pour vous, je travaille pour le public. Il faut avoir le courage de le dire parce que si vous travaillez avec un média qui finalement se fourvoie de sa ligne éditoriale, un média qui se compromet avec des intérêts économiques ou politiques, ayez le courage de dire non. Ayez le courage de vous opposer. En tant que journaliste, vous êtes différent des autres employés. Si tel est votre désir. Je me rappelle encore, il y a un autre exemple, l'exemple du journaliste américaine, encore une fois, qui a démissionné de son média parce que le média voulait faire beaucoup plus du sensationnel. Ce média se dirigeait uniquement sur le terrain du sensationnel.
Et l'information était fabriquée de telle sorte qu'il faut, l'idée était d'avoir un maximum de lecteurs, un maximum de publics, un maximum de téléspectateurs. Il s'est dit, cela n'est pas en harmonie avec les valeurs que je porte en tant que journaliste. Mon but n'est pas d'induire en erreur ou de chercher forcément à plaire, c'est de rapporter l'information de la façon la plus fidèle possible. Ayez le courage, ayez vraiment le courage, n'ayez pas peur, parce que vous pouvez même vous retrouver dans des situations où vous êtes menacé par des politiciens, mais vous ne travaillez pas pour eux, ou même suivi ou harcelé par des lobbies, ou vous serez victime même des harcèlements, parce qu'on a envie de détruire votre crédibilité en tant que journaliste. Si vous n'avez pas assez de courage, si vous n'avez pas assez de, comment le dire, de valeur que vous charriez, que vous portez avec vous, et vous sera difficile d'exceller dans ce métier, de devenir vraiment un excellent ou un meilleur journaliste. Il faut le courage. Le courage est vraiment très important. En dehors du courage, le quatrième aspect, c'est qu'il faut aussi avoir un esprit critique. Un esprit critique. Je répète, un esprit critique. Alors, si vous voulez être un bon journaliste, vous devez développer une assez grande capacité de réflexion, une assez grande capacité d'écoute, une assez grande capacité d'analyse. Parce que le journalisme est un travail purement intellectuel. Je le dirais ainsi. Et encore une fois, c'est mon opinion sur la question. C'est un travail purement intellectuel. Il n'y a pas de place à la médiocrité ni à l'apéuprisme. Il faut être capable de mettre en doute ses propres croyances. Et ça, c'est un défi qui se pose à beaucoup de journalistes. Mettre en doute ses propres croyances, combattre ses propres croyances. Vous savez, sur tous les sujets d'actualité, sur tous les événements, nous avons notre opinion personnelle. Mais lorsque vous allez sur le terrain pour enquêter ou pour faire mener votre reportage, laissez à côté vos propres croyances, vos préjugés personnels sur la question et traquer la vérité. Il faut développer, cela suppose que vous devez développer un esprit critique, cela suppose également que vous ne devriez pas vous fier à vous-même. Vous devez chercher par vous-même la vérité, à traquer la vérité, à ne vous laisser pas séduire ni convaincre facilement, à juger des faits, de leur importance, de leur véracité, savoir mettre en doute, savoir poser les bonnes questions. Vous devrez vous faire à l'esprit que vous aurez en face des gens, des tonnes de données à analyser et souvent dans un délai si court. Vous pouvez être pris dans le tourbillon d'un événement et être obligé d'apporter des réponses à vos lecteurs. Que se passe-t-il si vous êtes vous-même dans l'incapacité de décortiquer l'actualité? Que se passe-t-il dans ce cas? Il vous faut développer un esprit critique en tant que journaliste. Vous en avez vraiment besoin. Et encore une fois, en tant que journaliste, si votre désir est d'exceller dans ce métier, vous devriez vous cultiver. C'est un impératif, c'est non négociable. Vous devez vous cultiver, les gars, les amis. Permettez que je vous appelle ainsi. Vous devez vraiment vous cultiver. Vous devez développer un esprit critique. Alors, commencez par vous cultiver pour être un fin critique de l'actualité. Ne pas être seulement celui qui rapporte l'actualité, mais être un fin critique de l'actualité. Pas un journaliste qui prend tout à la lettre, pas un journaliste qui croit tout le monde, mais un journaliste capable de réfléchir, de remettre en cause, de douter, de vérifier. Il faut développer un esprit critique. L'esprit critique vous conduit, par exemple, lorsque quelqu'un vous donne une information, vous vous posez la question, est-ce que cette personne a des raisons de m'induire en erreur? Est-ce que cette personne a des raisons de me mentir? Posez beaucoup de questions. Développer un esprit critique, c'est assez important. Prendre du recul face à tout ce que vous avez comme information. Parce que, sachez-le, hein, il y a des gens qui n'ont pour but que de vous induire en erreur, qui ont pour but aussi, qui veulent détruire votre carrière, saper l'image du journaliste que vous êtes. Il vous faut développer un esprit critique. Les meilleurs journalistes, quels qu'ils soient, ont en eux cet esprit critique par rapport
à l'actualité qui traite. Développer l'esprit critique. Ne soyez juste pas voilà, des journalistes qui s'arrêtent aux 5 questions, qui, quoi, comment et pourquoi. Non, non, ne vous arrêtez pas. Développez vraiment un esprit critique. C'est important, c'est très important si vous voulez immerger dans ce métier. Je vous parlerai également du cinquième conseil qui est important pour moi, c'est de s'inspirer aussi des modèles. Il faut prendre exemple sur ceux qu'on s'accorde à appeler les pères fondateurs du journalisme. Ceux et celles qui ont le mérite d'avoir exercé le métier avec excellence. Ceux et celles qu'on pourrait qualifier de meilleurs journalistes de tous les temps. Une seconde, je suis actuellement... une seconde. Désolé, chers amis, il se trouve que je suis en voyage, je suis à l'hôtel actuellement, donc c'est la chambre de ménage qui voulait partir pour faire le ménage, mais je lui ai demandé de passer dans 1 heure. Voilà, c'est la raison de mon absence tout à l'heure. S'inspirer des modèles. Il faut prendre exemple sur ceux qu'on s'accorde à appeler les pères fondateurs du journalisme. Comment ils ont pu exceller, qu'est-ce qui fait leur différence, comment ont-ils pratiqué le métier. Je vous laisse répondre dans le chat. Pour vous, quel journaliste vous inspire le plus? Vous l'avez certainement lu. Je veux vraiment savoir, pour vous, chers confrères, chers consoeurs, quel journaliste vous inspire le plus? Est-ce que vous pouvez citer des noms dans la boîte de chat pour ceux qui nous suivent directement via Zoom? Aujourd'hui, je n'ai pas pu diffuser en direct dans le groupe privé sur Facebook, mais dites-nous, chers confrères ou chers consoeurs, pour vous, qui est le journaliste qui vous inspire le plus? C'est qui le meilleur journaliste pour vous? Qui est votre modèle? Est-ce que vous avez un modèle? On cite la plupart du temps les noms tels que Albert Londres, les deux Albert, Albert Londres, Albert Camus, Joseph Pulitzer. Mais moi, je voudrais vous inciter à trouver dans vos propres pays des journalistes inspirants. Les journalistes inspirants ne sont pas que des journalistes aux États-Unis, aux Royaumes-Unis, en France, en Suisse, au Québec. Nous en avons aussi en Afrique. Des journalistes qui font un métier pour vous, chers confrères, est-ce que vous avez un modèle, quelqu'un qui vous inspire? Je ne demande pas d'être des copies conformes de ces journalistes-là. Mais est-ce qu'ils ont au moins quelque chose qui vous inspire? euh, on peut en trouver, par exemple, des journalistes. Je peux citer, par exemple, comme je l'ai mis dans la présentation, au Burkina Faso, Norbert Zongo. Je peux citer Anas Aremeya du Ghana, Edouard Plenel en France et bien d'autres, le contemporain. Au Togo, Noël Tadignon. Au Bénin, vous en avez beaucoup. Certains parleront de Christophe Assoba. Les confrères béninois, dites-moi si je suis en erreur. Hein. Mais pourquoi ne pas devenir, par exemple, le prochain Norbert Zongo dans son pays, un journaliste au service de la vérité? Est-ce que vous avez des modèles? Si vous n'en avez pas, moi, je vous encourage à vraiment trouver des modèles inspirants. Pas des journalistes qui sont en gris, des bénis, oui, oui, mais des journalistes, en fait, qui, de par leur profession, de par leur exercice du métier, ont réellement impacté, ont réellement eu une influence positive sur le métier. Aujourd'hui, nous faisons face, nous, journalistes, à la crise de confiance du public. Et on ne pourra pas gagner ce combat-là, on ne pourra pas restaurer la confiance du public si on y va avec de la médiocrité. Je dis que le bon journalisme est une meilleure réponse à la crise de confiance que nous vivons actuellement. Alors, c'est important de s'inspirer des modèles. Vous devez vous inspirer des modèles. Alors, je vois des confrères, Joël Kokou qui a cité Bruno Messon, qui est fidèle Pierrot à Togo au Togo. Asseli Diallo cite Lamine Girassi Afafo Media. Eric Gator au Togo. Vous devez trouver, chers confrères, des journalistes, en fait, qui vous inspirent. C'est important. Prenons l'exemple des deux Albert.
ce que j'appelle les deux Albert. Les deux Albert, pour moi, c'est Albert Londres et Albert Camus. Commençons par Albert Camus. Il y a un article des Conversations à consacrer à Albert Camus et il décrit Albert Camus comme un excellent exemple de journalisme d'investigation dans lequel Camus dénonce les conditions de vie inhumaines de la population kabyle. Voilà la façon dont Camus a travaillé. Il s'est intéressé à une région oubliée. Il ignorait pas le reste de la presse d'alors. Chers confrères et chers consoeurs, dans nos pays, il y a des sujets qui ne sont pas abordés dans les médias. Il y a des sujets qui ne font pas la une des médias. Il y a des sujets qui ne sont pas suffisamment traités. Il y a des sujets qui sont oubliés, des parties de nos pays qui sont marginalisées. Il faut aller dans ces régions-là. Il faut être la lumière. Si on veut être un meilleur journaliste, ne pas faire exactement comme les autres. C'est aussi ça, trouver son propre chemin, trouver sa propre inventivité. Camus se rend là où les autres médias ont déserté pour révéler des réalités sociales invisibles. Et on dit par exemple que durant 10 jours, Camus parcourt à pied et en bus cette région reculée de l'Algérie. Il entre chez les gens et cherche à retracer leur histoire de la façon la plus concrète possible, dans un style direct, sobre et incisif. Voilà comment, par exemple, quand je parle de s'inspirer des modèles, voilà un modèle que nous avons devant nous, Albert Camus, qui s'est intéressé aux sujets désertés par les médias. Il y en a dans nos pays. Trouvez des sujets. Tous les sujets ne sont pas abordés. Il y a une panoplie de sujets. Il y a une pléiade de sujets, en fait. Trouvez des sujets si vous voulez être un meilleur journaliste. Et surtout en Afrique, où nos histoires sont encore à réécrire, ou que l'histoire est parfois tronquée, on a beaucoup d'histoires à raconter dans nos pays. On a beaucoup d'histoires à faire ressortir. Vous voulez devenir un meilleur journaliste, mais racontez-nous des histoires. Ne vous cantonnez pas aux ateliers. Sortez de votre confort. Marchez à pied. Allez chercher l'information. Allez trouver de l'information. Toujours concernant Albert Camus, ça c'est une citation que j'ai prise dans des conversations qui dit qu'il est précurseur de revendications déontologiques dans les médias et d'une pensée critique du journalisme avec ses nombreux éditoriaux de combat consacrés à la presse. Voilà, Camus détestait la presse à sensation. Il dénonçait l'instantanéité de l'information. Il mettait en garde contre les fausses informations et la dictature de l'audimat. Déjà en ce temps-là. Il était vraiment un précurseur. Et il dit que l'important n'est pas d'être le premier, mais le meilleur. Voilà. L'important n'est pas d'être le premier, cher gars. L'important n'est pas d'être le premier journaliste à avoir révélé un scoop, le premier journaliste. L'important, c'est d'être le meilleur. L'important n'est pas de courir. Vous savez, la course à l'instantanéité aujourd'hui conduit des journalistes à plusieurs dérives. Il faut chercher à être le meilleur. Ne cherchez pas à être le premier à, voilà, à avoir révélé l'information, mais le meilleur. Camus défendait et pratiquait un journalisme libre, un journalisme critique et indépendant, un journalisme pilier de la démocratie. Comment pouvez-vous pratiquer un journalisme critique si vous n'avez pas vous-même une pensée critique? La pensée critique vous évite, par exemple, de demander à ChatGPT, voilà, écris-moi cet article que je vais balancer. Mais si ChatGPT le fait, en tant qu'humain, en tant que journaliste, vous devez tout remettre en cause. Revérifier toutes les informations. C'est votre travail en tant que journaliste. Si tel est que vous souhaitez devenir un meilleur dans votre domaine. Je parlais tantôt de Albert Camus, mais voilà. Albert Camus avait aussi une conception exigeante du métier qui est fondée sur la rigueur, sur l'indépendance, sur l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle et la rigueur font partie des valeurs. Et c'était le deuxième aspect. Je disais qu'il faut avoir des valeurs en tant que journaliste, il faut être porteur d'un idéal. Camus a basé son idéal sur l'honnêteté intellectuelle, sur l'indépendance, sur la rigueur
sur une exigence même du métier. Vous devez être exigeant envers vous-même, chers confrères. On peut faire, on peut discuter pendant 2 heures d'Albert Camus, mais on va s'arrêter là et considérer le second entendu, pas connaître de façon, pas face à face, mais on a entendu parler d'Albert Long. On sait quelque chose d'Albert Long. Ne serait-ce que de cette citation célèbre, que notre métier n'est pas de plaire, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie en mettant dans la balance son crédit, son honneur et sa vie. Notre métier n'est pas de faire plaisir. Il faut avoir le courage pour ne pas faire plaisir. Parce que vous savez, on fait face à plusieurs enjeux. Si le politicien t'appelle dans son bureau et te dit, bah voilà, prends ce 5 millions de francs CFA ou je ne sais pas. D'ailleurs, même les sommes qu'on propose n'atteignent pas ce montant. On prend ce 2 000 ou 3 000 euros et fais-moi ce papier, voilà ce que je veux que tu fasses sortir dans ce papier. Il faut avoir du courage pour dire non. Si vous n'avez pas du courage, vous allez lui faire plaisir. Il y a un journaliste, je ne vais pas le citer, qui m'a parlé du soir, qui m'a vraiment choqué. Il a fait un papier et après la publication de l'article, il a été contacté par une autorité qui lui a demandé, c'est bien, mais pour mon image, je souhaiterais que tu fasses ceci ou cela, que tu changes cette phrase, que... Mais le but, c'était de vraiment plaire. Ce n'était pas une désinformation, mais le but était d'écrire pour faire l'éloge de X. Ce n'était même pas un article portrait. Et pour garder de bonnes relations, de bons termes avec cette personnalité, il est parti, il a changé l'article. Et voilà, le monsieur s'est permis même de lui envoyer quelques briques d'informations et voilà, il faut faire ceci. Il a corrigé l'article comme s'il en était le rédacteur en chef. Il faut avoir le courage de dire non, cher ami, même s'il ne t'invitera pas la prochaine fois pour voyager. Si vous voulez devenir un meilleur journaliste, ayez le courage de dire non, de porter la plume dans la plaie, de mettre dans la balance votre honneur, votre vie. Abel, on dit que si on veut être informé, il faut se renseigner soi-même. Si on veut être informé, il faut se renseigner soi-même. Une question a été posée à Albert Long de savoir, ça, on le trouve dans ses livres, à quoi sert un reportage, à quoi sert un journaliste, et il répond qu'un reportage, un journaliste, ça sert à déranger, ça sert à bousculer, à ne pas vous laisser dormir tranquille. L'un des caractères d'Albert Long, c'est qu'il était indépendant d'esprit. Vous savez, il a fait un reportage, je crois, de 24, je crois c'est une série de 24 articles, et le média pour lequel il travaillait n'a publié que 12. Il était frustré, mais il est allé au-delà. Il a commencé par raconter d'une manière très subjective. Et je dirais sans me tromper que Albert Long est le seul journaliste à avoir couvert la guerre d'une manière, manière singulière et subjective, en faisant quoi, par exemple, en accordant beaucoup plus d'attention aux témoins. Vous lisez les reportages d'Albert Camus, d'Albert Long, d'autant pour moi, vous verrez vraiment le jeu qu'il fait ressortir. Il était indépendant d'esprit. Et une autre clé de son succès que vous retrouverez dans un article de Radio France, c'est qu'il a très vite compris que le lecteur doit être complètement à l'intérieur de ce qu'il écrivait. Et pendant la guerre, au lieu de décrire des faits d'armes, lui, il va chercher des témoins qui lui racontent des histoires pour pouvoir incarner les événements. Je pense que ce sont des exemples qui pourraient nous inspirer. On ne va pas crier la roue, mais on peut trouver des expériences, on peut trouver des exemples inspirants, on peut trouver une façon de pratiquer le métier, la façon dont nos aînés, nos dévanciers, les ancêtres même, si je peux me le permettre, du journalisme ont pratiqué ce métier. Trouver des exemples et s'en inspirer. Je parle d'Albert Long,
de Camus, de Zongo, de Norbert Zongo, et les confrères aussi ont cité d'autres exemples. Inspirons-nous. Mais il y a un danger. S'inspirer, ce n'est pas d'essayer aussi d'être la copie conforme. C'est pourquoi, pour le point 7, je mets, il faut avoir un standard de qualité, votre propre inventivité. Il faut avoir votre propre standard qui doit être celui de la qualité, celui de pratiquer un journalisme de la qualité soit votre carburant. Que vous soyez toujours mu par l'idée de faire un travail original, un travail impactant, et la qualité va de pair avec l'impact. C'est comme ça que vous avez de l'impact. En faisant un métier, non pas un métier médiocre, non pas en couvrant l'information de façon médiocre ou en allant trop vite, mais en faisant vraiment, prenant soin de faire un travail de qualité. Et c'est ici que vous faites appel à votre inventivité, à votre style, à votre manière à vous de vous différencier et de vous démarquer des autres. Lorsque vous lisez encore une fois le livre, je sais pas, ce livre que je vous recommande d'ailleurs, les principes du journalisme de Bill Kovacs et Tom Rosenstiel, à la page 169, il y a l'exemple du journaliste américain Robert Krulwich, et sa méthode consiste à trouver derrière chaque sujet les éléments cachés. Lui, sa méthode, derrière chaque information, derrière chaque actualité, derrière chaque sujet, Robert, lui, il cherche les éléments cachés parce qu'il y en a toujours dans les éléments. Il y en a toujours. Essayez d'aller en profondeur des sujets. Et cela lui permet, lui, de traiter chaque sujet de manière unique. Je prends un exemple de la façon dont Robert traite des sujets. Un exemple, hein. L'économie, je prends un exemple comme ça, je prends un pays comme le Japon. L'économie du Japon en ralentit. Et dans son reportage vidéo, pour montrer que l'économie du Japon est en ralenti, il commence sa vidéo et il ralentit la vidéo. Vous voyez, il ralentit la vidéo. Vous suivez la vidéo, mais la vidéo, le début est vraiment en ralenti. Pour que vous ayez une image de ce que c'est que le ralenti. Et à chaque sujet, il trouve vraiment, une façon originale. Il ne traite pas tous les sujets de la même manière. Et le but est de montrer aux journalistes qu'ils peuvent innover, qui peuvent traiter chaque sujet de manière originale et résister à la tentation de recourir aux formules toutes faites. Parce que lorsque vous lisez les sujets, je crois que c'est dans mon labo, voilà, c'est dans mon labo, c'est un média, un journaliste en France, je l'avais une fois aussi reçu pour un webinaire, qui a développé un site dans lequel il a recensé toutes les expressions, toutes les formules les plus utilisées par les journalistes. Vous en savez beaucoup. Vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires. Ces formules, pourquoi j'en trouve pas vite? Voilà. Voilà les formules que les journalistes utilisent la plupart du temps. Il y a une formule que moi-même j'appréciais quand j'écrivais avant sur la politique, que lorsqu'il y a des tensions, des rivalités ou des risques entre deux acteurs politiques de tendance opposée, je dis c'est une atmosphère relativement de combat de coq. J'aimais vraiment cette expression-là, atmosphère de combat de coq, pour montrer en fait que voilà, ça s'échauffe entre les deux parties. Vous avez plein d'expériences. Voilà, cerise sur le gâteau. Combien de fois n'avons pas, le cher ami, cerise sur le gâteau. Mais parfois, à un moment, voilà, on est fatigué de ces formules toutes faites là. Il y a plein de formules, n'hésitez pas. J'ai envie de lire dans vos réactions des formules ou voilà, ces expressions-là qu'on retrouve partout. Comment révéler la vérité? Non. Si vous en avez, n'hésitez pas. Et évitez les formules toutes faites et essayez. À chaque fois que vous avez un sujet devant vous, que vous êtes amené à traiter, trouvez vraiment une manière originale de traiter le sujet. Ne vous dites pas que voilà, j'ai déjà fait ce sujet une fois, deux fois, et cette fois, je vais faire la même chose. Le même sujet n'a pas forcément les mêmes lecteurs. Les lecteurs ont des profils divers, diversifiés.
essayez de trouver une manière originale de traiter toujours votre article, votre sujet. Ne vous calquez pas sur un modèle unique. Ne vous dites pas que je sais très bien le faire. Essayez toujours de vous dire que chaque sujet, chaque article est un challenge. C'est comme ça qu'on aspire à devenir un meilleur journaliste. Et le 8e point, quelle remarque faites-vous pour le 8e point? Quelle remarque faites-vous pour le 8e point? J'ai mis démissionner et j'ai rien mis dans démissionner. Pourquoi? Pour moi, je pense que si on veut vraiment être, je vais être posé, hein, je vais le dire parce que c'est assez compliqué comme un sujet, démissionner parce que nous faisons face à la précarité et maintenant vous demandez aux gens de démissionner. Mais je pense, chers confrères, chers consoeurs, qu'à un moment, il faut avoir le courage de démissionner. Ça fait partie des valeurs. Démissionner, première raison, lorsque, par exemple, votre média se fourvoie de sa ligne éditoriale, lorsque vous voyez que votre média se compromet avec d'autres intérêts, reçoit des pressions, cède à des pressions économiques ou politiques, ayez le courage de démissionner, ayez le courage de dire non. Démissionnez lorsque vous discutez peut-être avec votre employeur ou votre directeur de publication, votre rédacteur en chef, et qui n'est pas d'accord avec vous, et que vous estimez que ce que vous faites n'est pas du journalisme. Lorsque vous estimez que non, ce n'est plus du journalisme qui se fait ici. C'est de la communication. Démissionner. Ce conseil n'est pas valable pour ceux qui veulent être simplement, je sais, pour ceux qui veulent simplement demeurer simplement journalistes, mais ceux qui veulent faire un travail de qualité, ceux qui veulent être vraiment indépendants d'esprit, loyal vis-à-vis de leur public, de leurs citoyens, qui ont pour première obligation la vérité, il faut démissionner. Il faut avoir le courage de démissionner. De dire non. Démissionner, c'est dire non. Vous pouvez démissionner aussi lorsque, par exemple, voilà, vous travaillez dans un média où vous estimez que vous n'avez pas la reconnaissance qu'il faut. Ça, ce n'est pas un conseil que vous trouverez dans les livres. Ça, c'est un conseil personnel, en fait, que moi, je vous donne. Il faut avoir le courage, chers collègues, de démissionner. C'est vrai, le métier est précaire. Mais moi, je dis, et c'est ma conception, que même si le métier est précaire, les bons journalistes, les meilleurs journalistes, ils s'en sortent toujours. Les journalistes qui se démarquent s'en sortent toujours et vivent de ce métier. Le plus difficile, c'est comment émerger. Comment arriver à s'imposer. Et ce n'est pas le travail de qualité. Il ne faut pas avoir peur de quitter lorsque ça ne va pas. Parce que vous savez, il peut arriver, et je prends l'exemple de ce journaliste scientifique de la France, Sylvette Huette, qui a travaillé pour Libération, oui, qui a sorti le livre L'Importeur, c'est lui, et tout le débat qu'il y a eu autour de ce livre, son rédacteur en chef, à l'époque, n'était pas d'accord avec son point de vue sur l'étude qui avait été faite par un chercheur français, et il sort un livre. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, soyez certain que le public, si vous lui exposez la manière, de la manière dont vous travaillez, vous expliquez au public que pour telle raison, parce que ce média, et ce n'est pas faire de la calomnie ou de la médisance envers votre média, non. Mais lorsque les faits sont sérieusement critiques et qu'un média, au lieu d'informer, quitte le domaine du journalisme et se transforme en une agent de communication, ayez le courage de démissionner, de faire le journalisme, parce que là, vous ne faites plus du journalisme. Vous travaillez pour plaire à des gens. Votre métier n'est pas de plaire. Vous voulez devenir meilleur journaliste, ayez le courage de démissionner.
quand ça ne va pas. Ayez le courage. Vous pouvez même sortir en livre. Vous avez un bel article à publier. Votre média n'est pas d'accord. Parce que vous savez, parfois, même en tant que jeune, vous avez de très beaux sujets et vous devez convaincre même votre rédacteur en chef. Mais si vous estimez que le travail est vraiment d'utilité publique, s'il n'est pas d'accord, ayez le courage de dire, mais si vous ne sortez pas mon papier, je peux en faire un sujet, je peux faire un bouquin, je peux quitter, je peux démissionner. Il y a aussi cet aspect-là, des journalistes qui sont très, très mal payés. Hier, je discutais avec un confrère que j'ai rencontré, un confrère étranger qui me disait qu'il travaillait pour un média et qu'il était payé à 50 € le mois. Et il envoyait autant d'articles. Mais pour tout le travail qu'il faisait le mois, il était payé à 50 € le mois. Mais vous savez, chers confrères, on ne devient pas journaliste pour s'enrichir, mais on ne devient pas journaliste aussi pour mourir. On ne devient pas journaliste pour mourir. Si on meurt, qui va rapporter l'information? Ayez le courage. Et ça suppose que vous avez en tant que journaliste une personnalité, un caractère. C'est important d'avoir votre propre caractère, votre personnalité. Trouvez les médias qui vous valorisent, qui sont prêts. Parce que, vous savez, la raison pour laquelle beaucoup ne souhaitent pas peut-être que leur enfant devienne journaliste, si vous demandez aux journalistes, la plupart des journalistes, est-ce que tu souhaites que ton enfant devienne journaliste? En raison de la précarité, il va réfléchir, pas quelques secondes, mais quelques minutes avant de te dire, bah, si c'est ce qu'il choisit, bon, voilà, je ne peux rien lui imposer, mais bon, voilà. Ayez le courage, en fait, d'explorer d'autres possibilités dans ce métier. Vous êtes francophone, vous pouvez faire du journalisme anglophone, vous pouvez écrire en anglais, vous pouvez écrire en chinois, vous pouvez démissionner du journalisme anglophone, du journalisme francophone et faire du journalisme avec le monde anglo-saxon. Vous pouvez écrire en chinois, vous pouvez écrire je ne sais pas. Ayez le courage, en fait. Ayez vraiment le courage. Si vous aspirez à devenir un excellent journaliste, et ne vous laissez pas, c'est pas, ne vous laissez, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas entraîner par quelqu'un. Ne soyez pas des victimes, mais soyez porteurs vraiment des idéaux. La 9e chose à considérer, ou le 9e aspect, c'est de savoir aussi raconter une histoire. Être capable de savoir rendre les sujets importants, intéressants et pertinents. Raconter de manière compréhensible. Tout ce que nous sommes d'accord d'appeler journalistes meilleurs, lorsque vous lisez leur histoire ou les récits qu'ils rapportent, ils le font assez généralement de manière très compréhensible. N'allez pas chercher voilà, des mots qui dépassent la compréhension de votre public. Mais sachez aussi raconter vraiment une histoire. Raconter de manière compréhensible. Savoir surprendre son public et faire appel aux besoins, à la métaphore pour aider le public à comprendre. Mais avant tout, j'insiste sur cet aspect, il faut mettre au cœur de vos récits l'élément humain. Mettre au cœur de son récit l'élément humain, l'homme, l'humain. C'est-à-dire privilégier les histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Vous voyez à côté, j'ai mis par exemple cette image de la sécheresse. Ça impacte qui? Ça impacte les hommes. Mais comment la sécheresse les impacte-t-elle? Impacte-t-elle l'humanité? Comment elle impacte notre planète? Comment elle impacte? Raconter cette histoire en mettant au cœur de l'histoire l'humain. Vous avez ces histoires, ces articles que vous lisez, mais finalement, vous n'en tirez. Vous lisez l'article du haut en bas, en entièreté, mais vous demandez c'est où l'information? Où est l'information? Lorsque vous écrivez votre article et que vous pouvez supprimer 5, 6, 7 paragraphes, mais que l'article garde toujours son sens, vous voyez la façon dont vous l'écrivez. Je disais tout à l'heure que savoir raconter son histoire aussi, c'est savoir que peut-être que l'élément que j'ai placé à la fin peut être plus intéressant, peut-être plus accrocher votre lecteur.
Parce que si votre lecteur, il lit la première phrase, il n'est pas séduit, pas séduit, mais il ne trouve rien d'intéressant. La deuxième phrase, la troisième phrase, ce n'est pas à la septième ou à la huitième que vous allez l'inciter à continuer, à poursuivre la lecture. Il faut savoir raconter une histoire, savoir hiérarchiser votre information. Et je dis que même si vous voulez écrire un article, ça c'est un conseil, hein, je ne dis pas que ce n'est pas une parole d'évangile, mais il faut hiérarchiser l'information sur le papier. Il faut savoir que, voilà, dans mon article, voilà comment je procède pour écrire cet article. Je parle de ceci, je parle de cela, je parle parce que, je sais, c'est l'écriture. Et chacun a sa manière d'écrire, mais c'est important d'avoir à côté des stratégies, des règles, pour savoir que c'est comme ça que je procède, c'est comme ça que je vais narrer cette histoire-là. La toute dernière, et ça c'est la dernière, c'est la vérification et la vérité. Vérifier systématiquement toute information. Vérifier systématiquement toute information. Et en journalisme, même si votre mère vous dit qu'elle vous aime, demandez des preuves. Oui, ça c'est en journalisme. Je ne vous demande pas de rentrer à la maison et de demander à votre mère, maman, tu m'aimes, je veux des preuves. Non. Mais en journalisme, c'est-à-dire que vous devez vérifier systématiquement toutes les informations, tout remettre en cause. Et je le dis, la vérification, elle est très importante. Je veux citer la vérification. J'ai remarqué, ça c'est une expérience personnelle que je partage avec vous. Quand j'étais correspondant Afrique francophone du Comité pour la protection des journalistes, il s'est passé en fait un journaliste qui avait été tué, mais il était avec sa femme. Je ne vais pas le nommer. Il était avec sa femme. Et beaucoup de médias, j'ai lu beaucoup de médias qui ont dit que non, la femme il était vraiment dans la chambre avec sa femme quand les militaires sont venus l'attaquer. J'ai lu plein d'articles où la plupart disaient que la femme aussi est décédée, on a tué le journaliste et sa femme. Moi, je faisais l'investigation pour le Comité pour la protection des journalistes. Donc, j'étais en train d'enquêter sur l'assassinat de ce journaliste. Je me suis rendu compte que la femme n'est pas morte, que la femme, elle est vivante. Et elle s'est rendue à l'hôpital. J'ai cherché à avoir la copie, comment le dit-on, le certificat qu'on lui a délivré à l'hôpital, les factures, la prescription du médecin, le médecin dans lequel, l'hôpital dans lequel cette dame-là s'est rendue, les soins qu'on a apportés à cette dame. J'ai eu toutes ces informations, même le médecin qui a pris soin de cette femme-là. Mais beaucoup se sont hâtés tout à l'heure. Je lisais, je dis, mais attends, mais qui leur a dit que la femme est décédée? Combien de personnes ont cherché à contacter cette dame? Et il y a une anecdote que je raconte souvent aussi aux gens où je dis, mais en journalisme, même quand quelqu'un vous dit qu'il a été giflé, demandez-lui si c'est sur la joue gauche ou la joue droite. Ne vous contentez pas de dire le journaliste ou telle personne a été giflé. Il a été giflé où? En plein jour, en plein nuit, il y avait un témoin qui était le témoin. Il faut vérifier systématiquement. Poser vraiment des questions, poser des questions. Ça vous permet d'apporter une information éclairée. Ne vous limitez pas seulement à croire à ce que les gens vous racontent. Demandez vraiment, 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 soyez en possession de vos preuves. Et même lorsque vous traduisez un jour, vous avez les preuves, vous n'avez rien inventé. Vous savez à quel moment les faits se sont déroulés. Cette dame-là, elle m'a envoyé la copie de sa carte d'identité. Toutes les informations possibles, même ses enfants. J'avais toutes les informations, j'avais tout un dossier. Et je me suis encore amusé une semaine après à lire les informations. Je me dis, mais est-ce que les gens vraiment cherchent à contacter cette dame, à savoir où elle se trouve? Mais qui leur a fait croire qu'elle est vraiment décédée? Vérifiez, vraiment vérifiez. Cherchez à savoir la couleur. Même quand on parle de couleur rouge, il y a plusieurs sortes de couleurs rouges. C'est quelle couleur? La précision. De sorte que vous bannirez le doute dans le cœur de vos lecteurs. Si vous aspirez à devenir meilleur journaliste, cherchez la vérité. Cherchez la vérité. Poursuivez la vérité de manière désintéressée. Cherchez la vérité. Cherchez vraiment la vérité.
Je dis que celui qui s'engage dans la vérification et qui cherche à vérifier systématiquement, c'est parce il est soucieux de la vérité. Je dis que le principe de vérification doit être l'encre même de votre plume, l'essence même de votre travail, votre credo. La vérité ne se limite pas à la narration fidèle des faits, non. La vérité n'est pas, parce qu'elle n'est pas accessible au premier venu. La vérité, elle se découvre. La vérité, on peut la considérer, on peut la comparer au savoir. On peut comparer la vérité au savoir. Et le savoir, nous le savons que dans la science de savoir, elle se construit. Vous pouvez écrire un article sur un sujet, sur un fait, et que le lendemain ou une semaine plus tard, vous allez écrire un autre article sur le même sujet, un troisième article, et vous verrez que dans les trois éléments, il y aura toujours des informations nouvelles que vous allez apporter. Parce que vous n'êtes pas limité au premier comme étant la vérité imparable. Encore une fois, soyez rigoureux, soyez exigeants envers vous-même, chers confrères. Soyez exigeants envers vous-même. Apportez des réponses. Votre métier et votre rôle, c'est d'apporter des réponses. Apporter des réponses. Apporter des réponses. Apporter des réponses. Le rôle du journaliste, ce n'est pas d'apporter des questions. Vous lisez des articles où le journaliste vous pose, lui-même pose un tas de questions. Je me demande, il pose la question à qui? Au lecteur? C'est le lecteur qui est censé répondre aux questions que vous posez. Mais le lecteur se fie à vous pour avoir l'information. Ne posez pas des questions à vos lecteurs. Et pour apporter des réponses aux lecteurs. 2020, 2021, 2022, nous étions en pleine période de pandémie de COVID-19. Le public avait soif de l'information, mais si le public se pose des questions et que nos journalistes, nous écrivons aussi des articles où finalement, nous aussi, on ne fait que se poser des questions, mais finalement, qui apporte l'information à qui? Qui apporte l'information. Vous devez, votre rôle, c'est d'aller chercher la réponse, les réponses à vos lecteurs. Votre rôle, ce n'est pas de venir les assaillir de questions. Les meilleurs journalistes, encore une fois, que nous avons cités au cours de cette présentation, ne se sont pas limités à poser des questions, mais plutôt à apporter des réponses, à permettre aux gens de comprendre, à donner du sens aux événements, à fournir du contexte, des éléments qui permettent au public de fonder leur propre opinion, d'avoir un avis sur le sujet, de se faire des idées sur le sujet. C'est votre rôle, chers confrères et chers consoeurs. C'est notre rôle, pas notre rôle. Tout ce que j'ai énuméré au cours de cette présentation ne sont pas des vérités d'évangile. Nous sommes entre confrères et je le dis que cette formation est à la fois un partage d'expérience entre confrères et consoeurs sur comment devenir un meilleur journaliste. De mon expérience, pour moi, je pense que ces éléments-là sont vraiment essentiels. Et si un journaliste déjà arrive à mettre ces 10 conseils en pratique, je pense qu'il est sur la bonne voie pour devenir le ou la meilleure journaliste. C'est bon, vous êtes journaliste, c'est une noble profession. C'est suffisant. Mais si vous voulez devenir meilleur dans votre domaine, n'est-ce pas? Si vous voulez même nous, les journalistes, nous savons qui sont les meilleurs politiciens, n'est-ce pas? Nous savons qui sont les meilleurs économistes. Nous ne tendons pas nos micros à des médiocres, sauf si on fait du sensationnel. Nous savons que tel artiste est le meilleur, il est le meilleur artiste. Nous avons ces critères-là de jugement. Et le public aussi a besoin de savoir quel est le meilleur journal en qui je peux me fier. Parce que nous sommes dans une société où on fait face au trop plein d'informations, à la surabondance de l'information. On nous présente tout à la prolifération des informations. Le public a besoin de savoir en qui je peux avoir confiance. Mais de pouvoir se dire que ce journaliste, parmi le lot, se distingue par son professionnalisme. Que ce média est un média auquel on peut encore avoir confiance. Que ce journaliste, que ce média ne fait pas dans la désinformation. C'est une réponse à la crise
du public, pour moi. Je crois que je vais m'arrêter là et recevoir les, les recommandations, pas les recommandations, mais les questions des confrères, les questions éventuelles des participants. Peut-être que vous avez des questions ou peut-être que vous n'êtes même pas d'accord avec moi. On peut en discuter, c'est notre métier, c'est un métier ouvert. Donc, j'ouvre la boîte de chat pour voir est-ce qu'il y a des questions. Je vais commencer par... voilà, non, Mamadi Sebogo, Kistit Norbert Zongo est le journaliste qui m'a donné l'amour de ce métier depuis les bancs du lycée. Étant élève, malgré les conditions de vie difficiles avec des amis, on cotisait 50 francs par personne pour ne rien rater de chaque numéro de l'Indépendance tous les mardis. Voilà un exemple. Alors, ça, c'est une contribution. Marie Pierre qui demande est-ce qu'on aura le document après, s'il vous plaît? Oui, pour toutes les personnes qui se sont inscrites pour participer à cette formation, je vous enverrai, je vous fais cette promesse-là, je vous enverrai le document via mail. Hector qui demande comment révéler la vérité quand des fois nos personnes ressources décident de se désengager de leurs propres propos. Surtout quand on sait que notre travail à 90% sur des faits et des preuves palpables. Je redis la question. Comment révéler la vérité quand des fois nos personnes sources décident de se désengager de leurs propos? Je pense que toi, le journaliste, tu n'inventes rien. Nous ne sommes pas dans l'invention des faits. Les journalistes ne sont pas des inventeurs. Nous, notre métier, c'est de rapporter l'information. Donc, ce que, et vous le remarquez dans l'article, quand quelqu'un dit quelque chose, on dit telle personne a dit, telle personne a dit, telle personne déclare, là, il affirme. Donc, comment, si quelqu'un se livre à moi et il me dit que il y a corruption, peut-être dans une discipline, il y a corruption, peut-être dans, voilà, qu'un agent sportif est corrompu. Ce n'est pas moi qui le dis, je prends le soin de citer la personne qui m'a apporté l'information et qui est d'accord que je révèle son nom. Mais si après il se désengage et il dit non, je n'ai pas dit ça, je vais écrire un papier pour dire que voilà, il se désengage. Mais toi, tu ne peux pas inventer les faits. Tu ne peux pas inventer les faits. C'est pourquoi je parlais par exemple de l'esprit vraiment critique. Parfois, on sait, parfois les gens ne savent pas quand ils nous mentent que nous savons qu'ils mentent. Parfois, on sait qu'ils sont en train de nous mentir. Mais ton travail, en fait, ce n'est pas de juger les personnes que tu interviews. Ce n'est pas notre métier. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'aller chercher des preuves. Ce qu'on peut faire, c'est d'aller chercher. Une personne peut beau mentir, mais nous allons chercher des preuves. C'est ce processus qui aboutit à des enquêtes. Parce que pour des enquêtes, tu poses la question, la personne te dit non, et après, tu le confrontes avec des preuves. Tu bases ton affirmation ou ta question sur des preuves. Donc, comment révéler la vérité quand des fois nos personnes décident de se désengager? Mais nous faisons notre travail en tant que journaliste, mais si après ils se désengagent, on a fait notre travail. Il y a cette anecdote, je ne sais pas, sur Lénine, qui on dit que voilà, que Lénine est mort. Et certains se disent que qui a dit qu'il est mort? Est-ce qu'on a des preuves? Tout le monde dit qu'il est mort. Dans des cas comme ça, il faut dire telle personne a dit que, parce que vous n'avez pas l'information. Après, si la personne qui a dit que il est mort se désengage, vous avez fait votre travail, vous n'avez rien inventé. Parce que ce n'est pas le journaliste. Le pire, c'est que, mais ça arrive aussi, c'est que le journaliste fasse des affirmations qui ne sont pas étayées de preuves et que le journaliste se rende compte après qu'il a menti et qu'il vienne se désengager des propos qu'il avait affirmés. Ça, quand vous faites ça, vous perdez de votre crédibilité. Mais quand ce n'est pas vous et que ce sont des personnes ressources, je crois que, je ne sais pas si j'ai assez répondu à votre question. Youssoufa, dans certains pays, disons démocratiques, beaucoup de journalistes sont devenus la cible des politiques. Le cas du Sénégal, où l'on note des arrestations de plusieurs journalistes en 2023. Aujourd'hui, la plupart des journalistes sont sous contrôle judiciaire. Nous vivons avec une psychose, la peur d'être arrêté à tout moment. Dans ce contexte de crise politique, quelle posture doivent avoir des journalistes?
Il y a un journaliste, pour vous répondre, chers confrères Youssoufa, il y a un journaliste en burundais en 2016 qui a reçu le prix de la liberté, je crois, le prix Nobel de la liberté, non, le prix du courage et de l'éthique, voilà. Il a reçu le prix du courage et de l'éthique. Parce que Burundi, à l'époque, vous savez bien la situation, les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent au Burundi, les confrères étaient obligés de, de prendre la route de l'exil, de se cacher parce qu'ils faisaient face à plusieurs contraintes. Mais ce journaliste qui a reçu le prix du courage et de l'éthique a trouvé une nouvelle façon de porter l'information, de communiquer l'information, d'informer ses citoyens en développant, par exemple, non pas une radio, mais il a trouvé un autre moyen d'informer. Il a créé, je crois, SOS Média, où ces informations passaient par les réseaux sociaux. Je crois par Telegram. Voilà, ce que je dis, c'est que dans des situations complexes où les journalistes sont réduits au silence, la question c'est, devrions-nous nous taire? Est-ce que c'est la fin du journalisme? C'est un peu comme si on peut dire qu'un gouvernement peut mettre fin au journalisme et détruire le journalisme complètement. Oui, ils peuvent porter atteinte, mais ils ne peuvent pas tuer l'information. Ils ne peuvent pas tuer l'information. Ils peuvent tout faire aux journalistes, mais l'information, elle demeure. Donc, dans ces conditions, il faut avoir assez de courage. Et il faut savoir aussi se protéger. Il y a des protections, il faut savoir des protections, ça peut être des protections numériques. Et il faut être tout le temps, voilà, il faut travailler dans des conditions comme cela, en synergie, en collaboration. Votre question m'amène à raconter une anecdote, mais elle est tellement longue. C'est un confrère russe qui a raconté son histoire en 2019 en Allemagne. Il avait aussi été injustement arrêté parce que nous connaissons toute la situation aussi des journalistes russes. Mais il y a une forte collaboration, une confraternité. Pas possible que tous les médias du pays l'ont montré. Mais la question, c'est ça souvent dans nos pays. Il y a un journaliste qui est arrêté, mais les médias ne sont pas. Pourquoi les médias, tous les médias, et ça je le dis avec beaucoup de regret, pourquoi tous les médias, lorsqu'un de nos confrères est arrêté, ne peuvent pas mettre à la une, libérer ce confrère, porter une même voix? Mais nos voix sont souvent discordantes. Et c'est en cela que voilà, les politiciens aussi trouvent la faille pour nous avoir. Les journalistes ne sont pas. On parle de confraternité, de fraternité dans ce métier, mais je ne sais pas si elle est vraiment réelle dans vos pays respectifs. La confraternité. Un journaliste est emprisonné, par exemple. On appelle à la manifestation, 2, 3, 4 personnes sortent. Pourquoi? Vous savez, la situation, elle est vraiment difficile parce que nous vivons dans un monde qui déteste la vérité. Et notre métier, c'est de dire la vérité, de poursuivre la vérité. L'obligation de journaliste, l'obligation de vérité est faite à tous les journalistes. Mais nous faisons face à des politiciens qui ne veulent pas qu'on révèle la vérité dans ces conditions-là. Je vous repose votre question. Quelle posture doivent adopter les journalistes? Mentir? Est-ce que nous devons mentir? Parce que ceux qui sont en face de nous ne veulent pas la vérité. Que devrions-nous faire? Il faut avoir beaucoup de courage. Et il faut savoir aussi l'environnement dans lequel on travaille. S'adapter, surtout. Se protéger, surtout. Ne pas laisser des failles dans la façon dont on travaille. Monsieur Tony Théodore, le cas d'Alain Foka qui vient de démissionner à Radio France Internationale, peut-on dire que c'est par ce genre de choses qu'il est parti? Je ne suis pas Alain Foka. Je pense que ce serait intéressant d'organiser un webinaire aussi avec Alain Foka. Mais Alain Foka s'est expliqué lors du lancement de Mansa au Togo. Si vous suivez la vidéo, je peux vous envoyer la vidéo. Si vous ne l'avez pas suivi, Alain Foka a donné les raisons pour lesquelles voilà, il est parti. Mais moi, je ne vais pas me permettre de répondre à la place d'Alain Foka. Madoché Boli, démissionner pour ses principes éthiques et déontologiques du métier est souvent mal perçu par son employeur. Très souvent, on s'expose à la puissance relationnelle de son ancien patron, c'est vrai, qui fait tout pour nous empêcher d'évoluer. En tout cas, il faut démissionner quand on n'est pas d'accord avec ce qui se fait dans le journal. Victoire qui dit
Bonjour monsieur, merci beaucoup pour les différents conseils pour devenir un meilleur journaliste. Ma question est celle-ci. Parfois, nous voulons traiter une question, parfois nous voulons traiter une information, mais certaines personnes ressources refusent de nous accorder une interview. Que peut-on nous faire à ce stade quand, alors, que peut-on faire à ce stade quand de tels obstacles nous arrivent? Ah, j'ai envie de vous donner un conseil, mais bon, voilà. Parfois, nous voulons traiter une information, mais certaines personnes ressources refusent de nous accorder une interview. La première chose à faire, c'est de le dire dans votre article. Je pense que vous avez lu plusieurs articles où le journaliste dit, nous avons essayé de contacter, mais ils n'ont pas souhaité nous répondre ou ils n'ont pas daigné nous répondre. Nous avons écrit, mais ils ne nous ont pas fourni de réponse. Nous avons essayé de contacter, d'interroger. Donc, c'est aussi une information. Lorsque vous faites appel à quelqu'un, vous lui posez des questions, que la personne ne vous répond pas et que, ne souhaite pas, et que la personne ne souhaite pas vous livrer l'information, répondre à vos questions, c'est aussi une information. Il faut que vous le faites le ressortir dans votre papier que vous avez essayé de joindre X ou Y, mais il n'a pas répondu. Et il y a d'autres. C'est pourquoi je dis que voilà. Il y a des reportages aussi où vous voyez des journalistes s'y rendent pour les réaliser avec des caméras cachées. Et parce qu'ils savent que s'ils posent des questions, on ne va jamais leur fournir des réponses. Mais il faut que le sujet soit vraiment, encore une fois, il faut que le sujet soit d'utilité publique, que ce soit vraiment un sujet qui mérite que vous employez ce stratagème pour obtenir de l'information. Et même si la personne refuse de vous livrer l'information et que vous passez par des moyens pas orthodoxes pour obtenir l'information, vous devez l'expliquer par souci de clarté dans votre article. J'ai essayé de joindre X, j'ai essayé de contacter, il n'a pas répondu, je me suis rendu avec, et voilà comment j'ai pu obtenir l'information. Dites comment vous avez pu obtenir l'information si vous vous êtes procuré cette information sous une fausse identité. Expliquez votre démarche, ne mentez pas. Parce que, voilà, comme ça, même le public peut se dire, vous avez vraiment raison d'obtenir l'information de telle manière. Expliquez la démarche. Ce n'est pas le faire, ne pas le dire, ce n'est pas aller, voilà. Expliquez la démarche. Si la personne ne souhaite pas répondre à vos questions, vous êtes passé par d'autres moyens pour l'obtenir, expliquez votre démarche. Dites tout. Soyez, comment le dire, véridique envers votre public. Une autre question. Je suis Louis Charles en Haïti. J'aimerais vous poser une question. Ma question est la suivante. Est-ce que l'influence du pouvoir économique et politique sur les médias ne représente pas un véritable obstacle pour avoir des meilleurs journalistes, surtout dans les pays du tiers-monde? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour sortir de cette situation? Est-ce que l'influence du pouvoir économique et politique sur les médias ne représente pas un obstacle pour avoir des meilleurs journalistes? Je ne pense pas que l'influence des politiques ou que l'influence c'est pas, des lobbies nous empêcherait de pratiquer un bon journalisme. Rien ne devrait nous empêcher de faire du bon journalisme. Rien ne devrait nous empêcher de le faire. Rien. Parce que parfois, ça peut ne pas être l'intérêt politique ou l'intérêt financier. Ça peut être notre propre conviction personnelle. Je ne veux pas écrire sur ce sujet parce que personnellement, je pense que non, ça me dérange. Je ne suis pas en accord. Mais vous n'écrivez pas pour vous, vous écrivez pour un public. Donc, l'intérêt politique ou l'intérêt économique ou l'intérêt de qui que ce soit, les pressions de qui que ce soit ou de quelle entité que ce soit ne devrait pas vous empêcher de faire du meilleur journalisme. Rien ne devrait, en principe, vous empêcher. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Nous avons largement excédé les 1 heure. Il y a encore pas mal de questions. Je ne sais pas s'il faut répondre ou si vous envoyez des réponses individuelles, mais exercer du journalisme. Bonjour, est-ce qu'on peut être journaliste sans avoir un diplôme dans le journalisme? Est-ce qu'on peut être journaliste sans avoir un diplôme de journaliste? Ma réponse, elle est oui. Ma réponse, elle est vraiment oui. Est-ce qu'on peut être journaliste sans avoir un diplôme dans le... Nous avons plein d'exemples de confrères
qui se sont formés sur le tas. Se former est meilleur. Je recommande la formation. La formation elle est vraiment meilleure. La formation elle est vraiment importante. C'est la clé. C'est le soubassement. C'est important de se former. Mais il y a aussi des journalistes qui ne sont pas passés par la case formation, mais qui sont devenus d'excellents journalistes. Mais il faut savoir une chose. Même si vous n'êtes pas passé par une école de formation, sachez que exercer le journalisme demande de vous former au quotidien. La formation, elle est essentielle. Elle est indissociablement, je ne sais pas, mêlée à votre profession. Vous ne pouvez pas être journaliste en 2023 et ne pas vous former. Vous formez, par exemple, à comment lire les enquêtes. Lors de la pandémie du COVID-19, il y a plusieurs études qui ont été faites, mais comment lire les études scientifiques? Vous avez une étude, par exemple. Il y a des journalistes qui se sont permis de dire telle étude a été publiée sans savoir, lorsqu'on s'aventure sur le domaine de la science, des études scientifiques, est-ce que c'est une étude pré-peine? Est-ce que c'est une étude en pré-publication? Est-ce que c'est une étude validée par les pairs? Mais si vous ne vous formez pas à cela, comment sauriez-vous? C'est important de se former. Aujourd'hui, on parle d'une technique qui permet aux journalistes d'obtenir des informations. La technique qu'on appelle l'open source. La recherche, l'OSINT, voilà. Open Source Intelligent. C'est une technique qui doit être apprise si vous voulez l'utiliser pour obtenir des informations. Aujourd'hui, on parle du fact-checking. On parle beaucoup plus du fact-checking. Il faut vous former. C'est quoi le fact-checking? Donc, la formation, elle est vraiment importante. On peut devenir journaliste sans avoir été formé dans une école, mais dès qu'on choisit d'exercer le métier, il faut se former. Il faut se former. Mais comment vous écrivez votre article si vous ne savez pas comment on écrit un article journalistique? On n'écrit pas un article journalistique comme un article qu'on écrit et qui est destiné à être publié dans un livre ou qu'on écrit voilà, dans un blog. Le journalisme a ses codes. Donc, vous formez, vous familiarisez à ces codes-là. La formation, encore une fois, je dirais, même si vous n'êtes pas passé par une école de journalisme, peut-être que voilà, un rédacteur en chef vous a pris sous son aile et qui vous a formé. La formation, elle est importante, mais on peut aussi devenir journaliste sans être passé par la case de formation. Mais on peut aussi s'auto-former. Exercer du journalisme n'est pas facile. Qu'est-ce qui vous donne la force de continuer malgré tout quand vous vous trouvez dans des contextes peu favorables? C'est l'amour de la vérité ou l'amour pour le métier. Quels sont les outils qui peuvent permettre à un journaliste de ne pas tomber dans la course au scoop? Il y a par exemple le doute, s'armer du doute, douter de tout, remettre en cause. Lorsque vous avez l'information, ne pas se précipiter, mais prendre le soin de faire vraiment ce que nous appelons ce qu'on appelle le recoupement, recouper, chercher à vérifier si l'information elle est vraie, l'information elle émane de qui. Mais lorsque vous courez tout à l'heure, que vous voulez être le premier à être celui qui révèle l'information, vous allez tomber dans l'erreur. Vous allez publier des informations qui vont se révéler plus tard des informations fausses. Même dans les grands médias, je parlais de l'agence France Presse ou de Reuters. Vous avez des exemples où on a eu un rédacteur en chef qui a démissionné pour avoir donné une mauvaise information. Pas pour avoir donné une mauvaise information, mais pris dans la course au scoop. Ou un rédacteur en chef finalement démissionne parce que l'information, elle n'est pas vérifiée. Mais souvent, ce n'est pas le rédacteur en chef qui commet la faute. C'est un journaliste qui à la base fait le travail et qui envoie une mauvaise information. Je donnais l'exemple du Comité pour la protection des journalistes. J'ai vu des médias avec leurs correspondants dans ce pays et les correspondants ont écrit une information. Je me suis dit, mais attends, est-ce qu'ils ont pris le soin de contacter cette dame-là? Finalement, la faute va être rejetée sur le média alors que c'est quelqu'un, le journaliste, le terrain, qui n'a pas bien fait son travail. Donc, la course au scoop, la course à l'instantanéité, n'est pas sans risque. Une autre question de spectateur anonyme n'a pas révélé son nom. Que conseillerez-vous aux femmes journalistes dans la lutte pour devenir rester meilleures face aux problèmes qui leur sont proprement liés? Le harcèlement, la sous-estimation, elles sont sous-payées. Dès lors, on leur confie des sujets en dessous de leurs compétences. On en parle assez. Que les femmes, non seulement elles ne sont pas assez visibles, mais elles n'occupent pas des postes de responsabilité. Mais ce n'est pas une raison pour qu'elles démissionnent là. Le conseil que moi je pourrais leur demander, c'est de continuer à faire leur travail, de continuer à croire en elles-mêmes.
Parce que ce qui s'impose, c'est le travail. Ce n'est pas votre personnalité. On peut être un jeune homme et ne pas bien faire le métier. On peut être une femme et bien le faire ou ne pas bien le faire. Ce n'est pas la personnalité en soi qui est tant importante, mais c'est la façon dont vous faites le métier. Et comme je le dis, si une femme se sent dans une rédaction où elle est tout le temps harcelée, pourquoi ne pas démissionner et partir? Le journalisme, vous avez le journalisme, ce n'est pas que d'être salarié dans une rédaction. On a des journalistes freelance. On peut se lancer dans le freelance finalement pour se protéger. Ce qu'il faut éviter, c'est d'être un journaliste de salon. Faire du journalisme de salon. Non. Mais on peut descendre sur le terrain et faire son métier. Ce que je demanderais à ces femmes, c'est d'avoir assez de courage, de croire en elles-mêmes. On a aujourd'hui plein d'exemples de femmes journalistes. Voilà, je parle de Maria, l'exemple de la journaliste qui a reçu des Philippines, qui a reçu le prix Nobel, Maria Reza. C'est une femme aussi qui est harcelée dans son pays. Elle a été victime de harcèlement dans son pays. Elle a même été poursuivie par son État, traduite en justice. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a eu le prix Nobel. Elle a continué d'inspirer d'autres femmes. Non, c'est avoir le courage, en fait, de faire son métier avec beaucoup de professionnalisme. Et même si les gens s'acharnent contre vous, vous finirez par sortir vainqueur. Je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Il y aura beaucoup de choses à dire sur comment devenir un meilleur journaliste. Et je suis fondamentalement convaincu que la plupart des participants et des participantes à cette formation ont aussi des choses à partager, d'autres conseils à donner. Nous avons le forum de reportage sur les crises mondiales, notre groupe Facebook, dans lequel vous pouvez continuer à échanger, ou notre groupe WhatsApp aussi, dans lequel on discute de notre métier. La discussion, elle est vraiment elle est ouverte, mais je pense que nous avons fait le tour d'horizon de quelques principes, de quelques conseils utiles pour mieux exercer le journalisme ou pour le faire de la façon la plus meilleure possible. Merci à tous les confrères et les consoeurs qui nous ont suivis depuis le début. Avant de partir, j'ai bien envie de savoir d'où vous avez suivi cette formation aujourd'hui, du Togo, du Cameroun, en Haïti, au Mali, en France, en Suisse, au Québec. Merci à tout un chacun de vous. Continuez d'exercer ce métier, quelles que soient les difficultés, parce qu'il faut aussi vous l'avouer, être journaliste en 2023, c'est plus compliqué. On nous demande aujourd'hui d'être vraiment multitâche. Le journaliste se rendait sur le terrain de reportage avant seul avec toute une équipe derrière, le caméraman, mais aujourd'hui, on te demande des journalistes multimédia. Toi-même, tu fais l'interview, tu édites, tu fais le montage, c'est compliqué. Donc, on ne peut que se dire, restons ensemble en tant que confrères et journalistes, ne baissons pas la garde de la fraternité, de la confraternité, soyons solidaires entre nous, continuons à faire le métier de la façon le plus professionnelle possible, ne nous laissons pas céder à des pressions qui viennent, soyons porteurs d'un idéal, ayons assez de courage et je pense qu'en le faisant, nous aurons réussi à jouer notre rôle au service des citoyens, au service de la vérité et au service même de la démocratie, notre rôle de chien de garde. Merci encore une fois, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne fin d'après-midi et à la prochaine. Au revoir. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore membres de notre forum de reportage sur les crises mondiales, c'est un groupe sur Facebook. Je vous invite à rejoindre notre forum, à rejoindre également notre groupe WhatsApp pour continuer les conversations, mais surtout aussi à demeurer, à toujours avoir confiance en vous et à faire, à chaque fois que vous devez écrire un article, un travail de qualité. Ayez un standard de qualité, pratiquez un journalisme de qualité. Parce que et c'est sur cette phrase que je vais terminer cette formation. La vraie information peut sauver des vies. La vraie information peut sauver des vies. La vraie information peut sauver des vies. Et c'est nous, les journalistes, qui apportons la vraie information. Au revoir.